à tous, bienvenue à cette nouvelle émission. La thématique du jour est qu'on va traiter aujourd'hui, c'est celle de la culpabilité. En fait, en cette période de confinement, les aidants comme les aidés voient leurs repères bouleversés, bousculés, ou mettre le curseur de sa présence au quotidien quand son proche est placé dans un établissement ou bien chez lui, mais on ne peut pas, comme d'habitude, le voir. Donc, s'ensuit un sentiment possible de culpabilité qui émerge. Comment font les autres aidants pour le gérer et surtout, l'éprouvent-ils? Pour en parler, nous avons parmi nous 3 invités. Laurence Pinault, directrice du pôle accueil spécialisé d'ADAPI 79. Bonjour. Bonjour. Cécile Pouzet, c'est ça, aidante d'Emma qui a 23 ans, qui est polyhandicapée. Bonjour Cécile. Et bienvenue à Basilio aussi, Camardi, qui est aidant de son fils de 33 ans, qui a sclérose en plaques et qui s'appelle Marian. J'ai une question, première question pour Cécile. Comment vous gérez-vous cette période loin de votre fille? Eh bien, cette période, Emma est à 30 km de chez nous. Ça fait 3 ans qu'elle est dans un centre accueilli. Nous connaissons le centre, donc avec la famille, nous nous projetons par rapport à ses actes quotidiens. On connaît bien sa chambre, le lieu de vie. Donc, on se projette d'une part par rapport à ces moments. Et puis aussi, nous avons l'immense chance d'avoir des échanges visuels avec elle. Notre fille ne parle pas, on n'a pas la possibilité d'échanger comme avec une autre personne. Mais par contre, on a la chance de la voir, de voir son regard, son sourire. À chaque fois, ça nous procure beaucoup de joie, nous tous. Toute la famille est réunie autour de moi pour la regarder et on échange et ça donne de l'énergie positive de la voir souriante. Et est-ce que vous avez ce sentiment dont on parle un petit peu de culpabilité ou c'est quelque chose que vous n'éprouvez pas? Alors, je ne dirais pas la culpabilité dans le sens direct du terme, c'est plutôt lié à une culpabilité inverse, c'est-à-dire que Emma rentre chez nous un week-end sur 2. Et le week-end où elle est à la maison, eh bien, j'ai 56 ans et pour moi, je conçois en toute honnêteté comme très lourd. C'est-à-dire que c'est l'âge où mes amis n'ont plus d'enfants et n'ont plus les charges, elles sont plus libres. Et c'est vrai que quand Emma est là, on la change, on passe énormément de temps avec elle. Et moi, ma culpabilité, c'est plus me dire, mais Cécile, avec ce confinement, je regretterais ces moments de culpabilité en me disant que le fait de m'occuper d'elle à la maison, c'est quelque chose de très lourd. Et j'essaie plutôt de me projeter en me disant, eh bien, quand ça sera fini, j'aurai l'immense plaisir de refaire cette tâche-là avec elle, de regarder, vous allez sourire, les Disney, de lui faire des bisous, de lui passer la main dans ses bouclettes, voilà, d'avoir ces moments de tendresse, ces moments de complicité qu'on a ensemble. Et vous, concernant Basilio, comment ça se passe pour vous vis-à-vis de votre fils? Disons que pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change, hein, malgré le confinement, j'oserais dire. C'est que j'ai pour habitude de rendre visite à mon fils tous les soirs. Donc avant le confinement, pendant le confinement et après, ce sera toujours comme ça, je l'espère. Je lui rends donc visite tout simplement parce que je lui apporte son repas du soir, ce qui est son principal repas, qui est préparé par sa maman avec beaucoup d'amour et d'excellents ingrédients comme elle a l'habitude de préparer. C'est un moment aussi de partage entre lui et moi. On raconte un peu notre journée, la sienne principalement, hein, je m'y intéresse. Ça me permet aussi de lui libérer un peu d'espace dans l'appartement, hein, dans lequel il se trouve. Et voilà, donc d'être proche de lui le plus possible. C'est un moment privilégié pour moi, comme pour lui d'ailleurs, hein, puisqu'on a toujours plein de choses à se dire. Et puis après, je rentre à la maison tout simplement pour
partager un moment je dirais de bien-être avec ma femme et mon fils Roman, qui est son petit frère, donc, hein, puisqu'il y a 8 ans d'écart entre les deux. Voilà, et ça, je le fais au quotidien. Et en période de confinement, forcément, je prends beaucoup plus de précautions, hein, notamment, j'utilise le masque, par exemple, le gel hydroalcoolique, j'évite d'être trop proche de lui, puisque je suis un Italien d'origine, donc assez tactile. J'ai besoin de le pocher. Et là, je dirais, c'est un peu ma frustration, pardon, aujourd'hui, c'est que je peux pas l'approcher autant que je fais habituellement, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche pas que les sentiments, le regard, je dirais le contact père-fils est toujours aussi bien lié. Donc, un quotidien qui n'a pas tant changé que ça, mais avec moins peut-être de rapport physique. Vous concernant Laurence, voyez-vous en fait une différence de la part des parents qui ont placé leur enfant dans vos établissements? Comment gèrent-ils, eux? Quels sont que ressentent-ils? Qu'observez-vous au quotidien les concernant? Alors, au tout début de la crise, il a fallu avoir énormément de pédagogie et d'information en direction des familles pour les rassurer. Donc, puisque en effet, les visites ont été suspendues par les autorités et les personnes qui étaient en accueil de jour n'avaient plus la possibilité donc de revenir au sein de l'établissement. Donc, c'est vrai que ces mesures ont été très rapides. Elles se sont décidées dans le week-end pour le lundi et mises en œuvre le lundi suivant. Donc, il a fallu en fait prévenir toutes les familles des dispositions, savoir aussi quel était leur choix, puisque très peu d'entre elles ont fait le choix de garder leurs proches à domicile, mais ça a pu être le choix d'une ou deux familles. Donc, de pouvoir aussi mesurer avec elles que ce départ de l'établissement pourrait aussi supposer que la personne ne puisse pas revenir le jour où elle le souhaiterait, en fonction de l'évolution aussi des situations. Quelle en était la raison? Juste, excusez-moi, pour savoir pourquoi ils ont souhaité une personne. Des familles qui sont très proches de leur enfant et qui avaient besoin, je pense, qui avaient peur, je pense, aussi du collectif, qui avaient peur aussi de la mise en œuvre des mesures barrières au sein d'un collectif et qui, je pense, ont pu penser que leurs proches seraient peut-être plus protégés au sein du domicile familial en étant uniquement reclus, avec quand même toute la difficulté qu'a pu souligner Cécile, ce qui est quand même d'accompagner son proche, notamment lourdement handicapé, au quotidien et sur une période qui allait pouvoir être très longue. Donc, ça a été le choix de vraiment très, très peu de familles au sein des 15 établissements que je dirige. Et ça n'a pas été le choix, ça a été imposé aux familles qui étaient en accueil de jour et qu'on continue, je dirais, à accompagner et qu'on risque, pour lesquels on restera disponible et qu'on reste susceptible d'accueillir si la situation se fragilise. Donc, il y a je dirais, la situation des aidants familiaux qui ont fait le choix qui ont fait le choix de garder leurs proches à domicile. Et puis, il y a aussi les situations de ceux qui avaient une prise en charge et un accompagnement de leurs proches en journée qui, aujourd'hui, les accompagnent au jour le jour, pour lequel c'est compliqué, pour lequel, aujourd'hui, il y a des dispositions particulières, des appels quotidiens, des dispositifs d'aide à domicile renforcés, et puis aussi toute une mise à disposition d'outils qui là sont maintenant en ligne sur le site de l'ADAPI 79, qui ont permis aussi de collecter en fait tout ce qui pouvait aider à accompagner le proche, son proche à domicile selon les types de publics. Soit aider à gérer les troubles du comportement pour les personnes avec autisme, soit trouver des activités de cuisine ou récréatives, voilà, pour pouvoir faire avec, selon les niveaux de compétences en fait, des différents publics. Voilà. Laurence, si je peux me permettre, ce que je trouve super, c'est quand j'ai eu l'avant-dernière fois Emma, et ils arrivaient à les sortir parce qu'il y a un espace, il y a 5 maisons sur le site, et donc ils arrivaient à les sortir dans l'allée et puis un peu sur la terrasse, il y avait du soleil, et au moins qu'ils puissent prendre l'air, et ça je trouve ça très, très rassurant de voir qu'ils
ils arrivent à faire ces choses-là. Et hier, j'ai eu vraiment un super beau moment. Marina, nous étions en train de discuter ensemble. En fin de compte, Emma, ils lui ont donné un bain parce que tous les matins, sur le lit douche, ils lui font la toilette, mais ce n'est qu'un lit douche. Et comme elle adore l'eau, en fin de compte, l'après-midi, ils étaient suffisants en termes de personnes et ils étaient à 2 à s'occuper d'elle. Ils l'ont mis dans la baignoire, elle était détendue, et ils nous ont envoyé même le soir la photo. Et là, c'était vraiment super. Et cette photo, je l'ai échangée aussi avec toute la famille. C'est vrai que c'est important aussi, la famille proche, mais le deuxième cercle, il y a les grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes. Voilà, donc là, c'est des moments qui font que même si nous, Emma, si on ne va pas la revoir avant 2-3 mois, hein, je préfère me préparer à ce que ce soit un moment long. Quand on la reverra, je me dis, ben là, on aura une semaine avec elle qui sera que pour elle. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en activité, donc voilà, je pense que ça sera pas rattraper le temps, mais plus apprécier la vie, voir la vie différemment. Des beaux moments précieux. Et comme Cécile et comme Basilio, est-ce que vous avez, dans votre parcours d'aidant, éprouvé un sentiment de culpabilité vis-à-vis de votre aidé? Par exemple, Basilio? Je pense pas avoir ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de mon fils, puisque je lui consacre le temps qu'il faut. Et je dirais les seuls moments où je suis absent, c'est lorsque je prends quelques jours de congé. Et malgré cela, je dirais, on prépare notre départ. Il a tout ce qu'il faut. Qui plus est, il a son petit frère qui peut aussi l'accompagner, ou tout au moins me remplacer dans mes actes quotidiens. Et puis voilà. Mais je n'ai pas je ne pense pas avoir ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de lui, parce que comme je n'arrive pas à trouver les mots justes. Je pense être assez proche de lui, voilà. Et très souvent, il me le dit. Je reçois des messages sympathiques de sa part, qui me disent que je suis le meilleur et qui me rappellent que je suis le meilleur papa du monde pour lui. Que voilà, qu'il n'a pas de mots pour me qualifier. Rien que ça, voilà, ça me rassure. Et je me dis, j'enlève de ma tête, en fait, tout sentiment de culpabilité. Voilà, même si parfois il me frôle effectivement l'esprit comme tout à chacun, quoi. Et vous concernant, Cécile, est-ce que vous avez éprouvé ce sentiment-là? Alors, ce sentiment de culpabilité, je l'ai plus éprouvé au moment où il a fallu faire un choix quand elle avait 20 ans et qu'elle est rentrée dans le centre. À partir du moment où on a pris la décision en commun, donc avec mon mari, qu'elle parte, qu'elle soit intégrée à la journée dans un établissement, eh bien, c'est une relation de confiance. Je pense que c'est ça. Ce qui était génial aussi, c'est déjà au départ de pouvoir aménager sa chambre, son environnement, comme un peu une étudiante qui part. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. La culpabilité aujourd'hui par rapport au confinement, comme Emma, elle part 15 jours, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas sous cette forme directe par rapport à Emma, parce que je sais que on s'occupe bien d'elle. C'est-à-dire que quand je la vois sourire, je me dis c'est qu'Emma va bien, parce que quand elle sourit et que ses yeux pétillent, c'est la façon qu'on a de communiquer. Donc, j'ai pas la culpabilité dans ce sens-là. Par contre, on a eu le choix à faire aussi, un deuxième choix, parce que, comme Madame Laurence Pinot disait tout à l'heure, nous, Emma était à la maison ce week-end-là. Donc, c'était de se dire le lundi, elle devait en plus aller à l'hôpital pour un rendez-vous qui a été annulé. Le lundi, de se dire, c'est est-ce qu'elle retourne au centre ou est-ce qu'elle reste avec nous? Et à titre personnel, moi, je me suis dit qu'il valait mieux qu'elle aille au centre. J'ai préféré le collectif. Pourquoi? Parce qu'au centre, il y a des infirmiers.
et il y a du personnel qui peut intervenir à un premier niveau. Alors que c'est vrai que chez nous, on sait des difficultés à l'hôpital, on entendait parler des difficultés dans les autres régions par rapport au Covid-19. Et ça a été mon premier sentiment, mon premier élément pour faire le choix que tout de suite elle retourne dans sa maison avec les autres résidents. Voilà, un choix éclairé. Alors, c'est vrai que là, ça fait 3 ans. Il y aurait que 6 mois qu'elle serait partie. Eh bien, c'est différent. On n'a pas la même culpabilité quand ça fait que quelques mois et qu'il y a la phase d'adaptation qui est passée pour nous. Très bien. Et vous, Laurence, quelle est votre vision en tant que professionnelle, votre posture de professionnelle? Qu'est-ce que vous voyez des aidants sur leur culpabilité? Alors, je crois que ce qu'a exprimé Cécile Pouzet tout à l'heure était juste, en effet, sur la décision qu'ont eu à prendre ses parents là très rapidement, même si 99% ont choisi en fait de la laisser en centre. Beaucoup de réassurance. Je crois qu'au départ, je dirais. Il a vraiment fallu rassurer beaucoup les parents sur les mesures qui étaient prises, sur comment on allait organiser le collectif en respectant les mesures barrières. Comment on allait pouvoir assurer quand même une vie aux personnes et un accompagnement quotidien, sortir du confinement, je dirais, le plus strict, et pouvoir quand même leur proposer de manière individuelle des temps, des sorties. Donc, il a fallu en fait revisiter toutes les pratiques en fait des professionnels et donner beaucoup de gages, s'adapter aux nouveaux outils. Cécile Pouzet l'a évoqué en parlant des outils numériques qui n'étaient pas des outils qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc, on s'est formé à ces outils numériques, et on a accompagné aussi des parents qu'on a formés à la mise en place. On les a aidés à installer Skype sur leur smartphone pour pouvoir en fait démultiplier ces outils qui sont quand même pour des personnes dyscommunicantes comme la plupart des personnes qu'on accueille qui sont vraiment importants. Et aujourd'hui, voilà, on a des familles qui se sont appropriées moult WhatsApp, Skype et compagnie grâce en fait à cette situation. Après, donc aujourd'hui, voilà, il y a eu un choix de raison qui a été fait par la plupart des familles, voire un choix, je dirais vraiment un choix raisonné. Donc après, il fallait pouvoir nous être garants de la responsabilité, je dirais, comme au quotidien, mais là encore plus de garants de la meilleure qualité de vie possible des proches et de la mise en œuvre des mesures barrières avec un suivi. Et il y a eu aussi beaucoup de solidarité vis-à-vis de nous, des parents. Bon, ils ont pu aider à faire des masques, ils nous ont proposé spontanément leur aide en disant que si on manquait de professionnels, ils seraient toujours là pour venir aider si besoin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin et notre objectif, c'est de limiter bien sûr le plus possible les entrées dans l'établissement, mais on sait qu'aussi, ils sont à nos côtés si on a besoin d'eux et ils sont aux côtés de leurs proches, ils restent à côté de leurs proches en fait. Donc il y a énormément d'échanges, autant avec ceux qui sont à domicile que ceux qui sont avec leurs proches à domicile et pour lesquels on reste un lieu ressource, qu'avec ceux qui sont encore restés au sein des établissements et avec lesquels, au contraire, on garde aussi des liens. Donc, et en fait, une démarche pour essayer d'atténuer une possible culpabilité vis-à-vis de leur aidé. C'est ça, puis de les rassurer dans le choix qu'ils ont pu faire, en effet, de dire, on va être à la hauteur de l'accompagnement et de la confiance que vous nous accordez, de vous accorder, et pour ceux qui sont à domicile, de dire, on reste quand même votre lieu ressource, et de toute façon, si demain il faut réaccueillir une personne parce qu'on les sent en grande difficulté ou tout simplement en difficulté, on s'organisera pour le faire. Aujourd'hui, en plus, légalement, on en a les moyens. Voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est ce qu'a dit Mme Pouzet, c'est la confiance et de savoir qu'on reste, même dans la distance, proche, accessible, joignable, disponible, que les informations, ils les auront, que quoi qu'il se passe de toute façon. Je crois que c'est vraiment ce point de confiance, cette grande confiance qui peut permettre d'atténuer aussi ce sentiment de culpabilité.
Savoir que de toute façon, quelles que soient les circonstances, si on avait un cas, il serait informé. S'il y avait des dispositions particulières, je dirais un petit peu comme au quotidien, mais encore plus aujourd'hui qu'hier. Voilà. Une question pour Basilio et pour Cécile. Que pourriez-vous dire actuellement aux aidants sur ce sentiment de culpabilité qu'ils éprouvent, que ce soit pendant cette période de confinement ou en période dite normale? Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai transposé avec l'année dernière. Nous avons Emma a une sœur qui a 20 ans, qui a donc 3 ans de moins qu'elle. Elles sont très fusionnelles. Et Louise est partie à l'étranger, au Canada, faire un stage pendant 2 mois et demi. Et donc, eh bien, j'ai transposé en me disant, bah, c'est un peu comme si Emma, elle était dans le centre pendant 2 à 3 mois. Voilà, c'est la transposition, en essayant de me dire aussi que tous ces moments de famille, ces anniversaires, ces photos qu'on montrait tout à l'heure avec quand on a fait venir un photographe à la maison pour nous prendre tous les quatre, ces instants, tout ce qu'on peut mettre au quotidien, et bien c'est important. C'est aujourd'hui, je me dis, ça a beaucoup de valeur, et c'est ce qui peut nous aider à nous dire, eh bien continuons à croire en ce que nous faisons et à leur accorder du temps et de la bienveillance. Voilà, parce que, comme dirait ma belle-mère, ce qui est le plus beau, c'est donner de l'amour. Parce que quand on donne de l'amour en tant que parent, eh bien, on ne compte pas notre temps. Est-ce que c'est pas une façon, c'est de dire qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a? Oui, on fait avec son cœur, en fin de compte. C'est-à-dire que la vie ne nous prépare pas toujours à avoir des enfants différents, mais en fin de compte, on fait, en tant que parents, voilà, on fait à notre façon, avec nos intuitions. Et ce qui est important aussi, c'est d'être aidé. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir la famille, c'est hyper important. Et puis, la relation qu'on entretient aussi avec le centre aussi, c'est important. Les autres résidents, quand j'ai appris, par exemple, que les repas, Emma, elle a passé 2-3 jours à l'isolement dans sa chambre. Et après, elle a pu rejoindre les repas. Il y a un lieu où ils partagent leurs repas. Et là, donc, ils sont moins nombreux. Donc, ils ont divisé le nombre de personnes et fait je ne sais pas si je peux dire ça, de services, entre guillemets. Mais ça veut dire qu'elle n'est plus toute seule dans sa chambre, qu'elle voit aussi les autres résidents. Et ça, je pense que c'est important. C'est les conditions de vie de la maison qui sont maintenues. Donc là, il y a eu des efforts considérables de fait. Et ça, je remercie la pédagogie. Et vous, excusez-moi, vous concernant Basilio, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces aidants? Pour Marian, par exemple, c'est vrai qu'il y a des fois, le seul sentiment de culpabilité que je peux avoir parfois, c'est de me dire, je lui ai déjà dit d'ailleurs, tu vois, Marian est paraplégique en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2012 précisément, il est sur un fauteuil roulant. En 2016, il a eu un épisode très douloureux et impressionnant, j'oserais dire, puisqu'il a passé 9 mois et demi dans des hôpitaux. Il a subi des grèves de peau. Enfin bref, c'était vraiment un moment très très dur de son existence. J'étais à son chevet, principalement. Les week-ends, j'emmenais mon épouse et son petit frère Roman pour apprécier ces moments. Et comme il me dit encore aujourd'hui, il me dit, papa, moi le confinement, je le connais depuis 2016 en fait. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit. Il dit, tu fais ce que tu peux et c'est déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, ne t'en veux pas si tu ne me consacres pas tout le temps que tu aimerais me consacrer. Alors, je lui laisse sa liberté parce que pour ma part, je me dis qu'il a besoin justement de cette liberté, de se mouvoir malgré son handicap. Son seul lien avec le monde extérieur, aujourd'hui, ce sont les jeux en réseau,
Donc, il arrive à communiquer avec d'autres jeunes ou moins jeunes en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, puisqu'il joue pas mal de choses, hein, le Scrabble en ligne, il fait des parties de jeux vidéo avec d'autres jeunes du monde entier ou moins jeunes. Et puis, lorsque je reviens sur mon cas précis, c'est que oui, je lui ai déjà dit, par exemple, Marian, tu vois, ce que je m'en veux parce que tu ne marches plus, quoi. Un jour, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, donc, tu vois, je serais prêt à te donner mes jambes juste pour que tu puisses faire tes pas et redécouvrir le monde extérieur. La seule chose, c'est que tu perdrais quelques centimètres, étant donné que je suis assez petit de taille. Et voilà. Mais c'est un petit peu une façon de dire les choses, mais et là, je me dis, ben, ça sert à rien, en fait, de dire ça parce que je m'aperçois que il vit, lui, dans son corps confiné. Euh, il se sent prisonnier, mais la seule liberté qu'il possède aujourd'hui, c'est ce qu'il me dit, ben, c'est d'avoir un chez lui. Voilà. Et aujourd'hui, il aurait beaucoup de mal à accepter de vivre en établissement et de partager son quotidien avec d'autres. Donc là, encore une fois, j'enlève, comment dirais-je, j'enlève tout sentiment négatif, puisque j'essaie de tout faire pour qu'il maintienne cette, euh, cette autonomie, j'oserais dire, qui lui reste. Voilà. Merci. Et est-ce que, pour conclure avec vous, Laurence, c'est ce que vous pourrez dire aux familles, vous côtoyez, faire du mieux que vous pouvez? Je crois, voilà, je crois que ce qui est important, c'est que laisser la parole aux personnes elles-mêmes, parce que comme l'ont dit Basilio et Cécile, c'est de voir leur enfant heureux, c'est les sentir heureux, c'est ce qui est le plus déculpabilisant en fait pour eux. Donc et quel que soit leur projet de vie, que ce soit à domicile, que ce soit sur des temps alternés, que ce soit avec leurs parents, mais avec des périodes de transition. Donc voilà, en tant qu'établissement, pour déculpabiliser les parents, nous, on doit être dans l'écoute. On doit aussi être dans des réponses qui soient graduées. Il n'y a pas une réponse, il y a pas c'est souvent le mix de réponses. C'est souvent aussi le fait de faire du cousu humain, de répondre par contre à la fatigue, et puis de dire aux familles, c'est votre choix, c'est le bon. C'est votre choix, c'est celui de votre proche, parce que les familles, elles savent écouter leurs proches, elles savent nous aider à comprendre leurs proches, et vice-versa, on peut aussi nous leur donner des clés de lecture de leurs proches. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que chacun puisse être entendu, et que le choix des parents, souvent, c'est le bon, c'est un choix de cœur et de raison, voilà. Et que c'est ce qui permet aujourd'hui de faire que la culpabilité, elle peut être aussi la moindre, et que pour être un aidant aussi, un aidant vertueux, enfin, c'est de pouvoir aider, d'être fort soi-même et d'être clair soi-même avec ces choix-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous, on est là plus pour éclairer les personnes. On n'a pas de réponse. On n'a pas de leçons à donner à ces personnes-là. Elles ont beaucoup à nous apprendre, mais par contre, on peut les aider, nous, à apporter un autre regard sur leurs proches, et à les aider en fait à leur proposer des pistes qui les aident à faire un choix qui soit le plus évident pour eux et le plus adapté. Et je suis certaine que ça peut aider beaucoup à dépasser ce sentiment qui peut les éreinter, ce sentiment de culpabilité. Donc, merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages très précieux. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, une émission spéciale autour des aidants. Merci, à bientôt, au revoir.